Salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un nouveau numéro du podcast de Ma Ligue 2. On va revenir dans un instant sur la 5e journée avec notamment la première victoire du Toulouse FC. On aurait pu faire une édition spéciale, on ne le fera pas quand même. On va également s'intéresser à un club, Valenciennes, et à un joueur, Eric Van Den Habil, qui vient d'arriver d'ailleurs dans le Nord. On parlera avec lui du début de saison du club, également de sa blessure, retour aussi sur l'actualité, sur l'entraîneur Damien qui a quitté la Picardie. Michael Sner n'est donc plus un coach de Ligue 2 depuis hier. Surprenant ce choix, on l'évoquera. Puis l'actualité, c'était aussi la fin du mercato du côté du Havre avec Benoît Donquel qui sera avec nous, journaliste à Paris, Normandie. Puis les paris Ma Ligue 2. Il y aura aussi le quiz, le trio de choc. Philippe Dechter, Laurent Mazur, Dorian Vemel. Bonjour. Salut Maxime. Salut Salut Maxime. Maxime. Vous allez bien? Impeccable. Très bien. Impeccable. J'ai déjà un petit peu égratigné les violets. Je suis vraiment désolé. Toulouse qui s'est imposé 3-1 face à Auxerre. Succès de Valenciennes 1-0 face à Caen. Chambly a gagné contre Châteauroux 2-1. Guingamp contre Grenoble 1-0. Victoire de 3 de Rodez. Victoire aussi du Havre à l'extérieur à Nancy. Niort a fait match nul face au Paris FC. Amiens 0-0 face à Pau. Et enfin le match nul entre Ajaccio et Sochaux 1-1. La première victoire de Toulouse d'Orient. Et oui, incroyable. Incroyable, on n'y croyait plus, on ne l'attendait plus. Non, ça rejoint un peu. J'avais déjà parlé de Toulouse quand ils avaient pris leur premier point là, contre Sochaux. Il m'avait plutôt pas mal plu. Et là, ils ont confirmé tout simplement. Alors, c'est clair que c'était pas, on va en parler tout à l'heure avec Philippe, c'était pas du grand spectacle. Quand on passe d'un Toulouse-Auxerre à un 3 Clermont du lundi, c'est sûr qu'on voit qu'il y a une grosse différence entre ces clubs-là. Mais non, Toulouse. On pensait que c'était parti encore pour s'incliner quand le bilan ouvre le score en deuxième période. Bon, moi, je voyais Toulouse s'effondrer. Ça reste une équipe assez jeune, assez friable. Donc, je me suis dit, en concédant l'ouverture du score avec cette très très longue série sans victoire, ça va peser dans les têtes. Et puis, en fait, ils ont super bien réagi. Et finalement, c'est pas un hasard, c'est De Jaeger qui obtient un penalty, c'est peut-être l'un des joueurs les plus expérimentés. Puis c'est ce penalty-là qui relance complètement Toulouse et au final, ils arrivent à emballer la fin de match. Je veux saluer le retour de Steven Moreira aussi, qui est dans la mentalité, qui est exemplaire, qui marque ce but du 2-1, qui a soulagé tout le monde. Et puis voilà, puis c'est surtout le travail, je pense, de Patrice Garande aussi avec ce groupe qui est récompensé parce que je pense qu'à Toulouse, c'est pas forcément un travail très technique qu'il faut réaliser auprès des joueurs, c'est plus dans la tête. Comment redonner confiance à un groupe qui reste sur 11 mois sans victoire, comment éviter que ces joueurs-là ne ressassent ça sans cesse. Et puis je pense que Patrice Garande parvient tout doucement à tirer ce groupe vers le haut, à installer quelques relais sur le terrain. On voit que les recrues font du bien quand même. Van Den Bomen, De Jaeger, c'est des joueurs avec un peu plus de vécu, ça fait du bien. Donc il y a encore beaucoup de boulot, c'est clair. Pour moi, Toulouse, ça reste toujours pas un prétendant à la montée, loin de là. Mais au moins, ça gagne, ça va apporter une atmosphère un peu plus légère à Toulouse. Et puis, ils vont déjà se frotter un gros morceau contre 3 justement ce week-end. Donc voilà, ça va être intéressant de voir s'ils vont réussir à un peu surfer sur cette nouvelle spirale positive ou si il y aura une différence avec une équipe comme 3 qui est déjà assez redoutable. Ouais, et puis on saluera également la bonne réaction de Jean-Marc Furlan à la suite de ce match d'ailleurs. On vous conseille de voir sur le site de Ma Ligue 2. Première victoire donc de Toulouse. Vous en avez parlé un petit peu d'Orient. C'est vrai que des fois on s'ennuie le lundi soir, mais pas hier soir. Non, en effet. Avec Philippe, un match très intéressant entre Troyes et Clermont. Ouais, c'était vraiment un super match du fait des deux équipes, mais franchement, il faut dire surtout de Troyes, qui a vraiment été impressionnant. La première mi-temps, je pense que c'est de loin la mi-temps la plus aboutie pour les Stacks, et puis même peut-être tout club de Ligue 2 confondu depuis le début de saison. C'était super. En plus, il y avait trois joueurs offensifs qui étaient aidés derrière par Kwame. Dans les couloirs, il y avait des latéraux qui se projetaient. Enfin, franchement, on a tout vu du côté de l'Estac. L'ouverture de la marque méritée au bout d'un quart d'heure. Ça aurait pu assez vite faire 2-0. Clermont,
mine de rien, est quand même pas trop mal revenu dans le match, notamment en début de seconde période. On a vu que Pascal Gatien a dû réajuster les choses à la mi-temps parce que son milieu de terrain avait tellement pris l'eau que deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Il marque même 2 buts refusés, un peu limite, mais franchement, sur le match, il y a quand même rien à dire. L'Estac mérite. Et surtout, ce que ça me fait penser, on se dit, c'est vrai que c'est la Ligue 2 peut-être la plus ouverte, le championnat le plus ouvert depuis longtemps. Mais j'ai quand même envie de croire que 3 est au-dessus du lot, ne serait-ce que par son effectif, ne serait-ce qu'aussi par la compétence de son staff technique. Donc quand on voit que c'est un Damien Hoth qui est entraîneur adjoint, quand on entend les discours avant match et quand on voit surtout le travail du coach Batles qu'on connaît depuis l'année dernière, j'espère, mais vraiment j'espère que Citigroup va pas déconner et va continuer de lui laisser les mains totalement libres pour travailler, parce que quand je commence à entendre à droite à gauche qu'un certain Eric Mombert se supervise certaines choses sur le style de jeu de l'équipe, que le Citigroup aimerait que l'Estac joue d'une certaine manière, ça m'inquiète vraiment, parce que je pense que la personne qui a le plus de compétences au niveau technique et du terrain et auprès de ses joueurs actuellement et depuis plusieurs mois, c'est Laurent Batles. Donc laissez-le travailler, laissez-le faire, et je pense que Troyes fera une très belle saison. Voilà, le coup de cœur, l'histoire d'amour entre Troyes et Philippe. Et puis, l'histoire de haine, un petit peu quand même, entre Laurent et Pascal Duprat. Vous avez un coup de gueule à dire, Laurent, sur Pascal Duprat? Ouais, c'est pas de la haine, j'ai rien contre Pascal Duprat, en tout cas, je ne le connais pas personnellement, il me connaît pas, et c'est très bien comme cela. Ah, il me connaît peut-être, ben c'est très bien. Quoi qu'il en soit, moi je vais pas parler d'un match en particulier ce week-end, je vais plutôt parler des coulisses et de l'après-match. J'étais du côté de Valenciennes qui recevait Caen, victoire de Valenciennes 1-0. Et en conférence de presse, apparemment c'était le week-end des conférences de presse, un confrère s'est permis de poser la question par rapport aux déchets peut-être plus importants que d'habitude du milieu canet face à VA. Et là, Pascal Duprat s'arrête, le fixe, il était derrière moi, donc je me sentais un peu fixé, je me suis un peu mis de côté, et il lui dit je comprends pas, est-ce que vous pouvez répéter la question, mais d'une façon froide. Et là derrière, c'est qu'est-ce qui vous permet, quand je le cite, qu'est-ce qui vous donne l'autorisation de remettre en cause, grosso modo, ce que je viens de dire, en tout cas de dire qu'il y a du déchet. Qu'est-ce qui vous autorise plutôt, voilà, à poser cette question? Je ne savais pas qu'un journaliste avait le devoir d'avoir une autorisation pour poser une question qui en plus était légitime. Mais surtout, c'est la façon de répondre totalement condescendante, totalement froide, totalement. Voilà, on a l'impression qu'il y avait Pascal Duprat là, les journalistes ici, et basta. En fait, on n'a pas le droit de donner notre avis, on n'a pas le droit de lui demander ce qu'il en pensait. Après, peut-être qu'il n'est pas d'accord, il ne l'était pas. Sauf qu'après, il a quand même répété à 3 reprises qu'il y avait eu du déchet dans le jeu du SM Caen. Passons. Mais sur le moment, voilà, je trouve ça totalement déplacé, la façon de répondre à un confrère qui ne faisait que son travail. Alors, moi, c'est parce que je ne le vois pas toutes les semaines, parce qu'il prend conférence de presse. Le confrère avait disait grosso modo que bon, c'était une question d'habitude. N'empêche que voilà, il y a des façons de répondre à la presse. On n'est pas les vilains petits canards. Voilà, on pose des questions. Et en plus, là, c'était une question sur le jeu, sur la tactique, sur ce qu'on avait vu. Ce n'était pas une question sur le mercato, tout ça. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Je trouve qu'il y a d'autres façons de répondre à la presse, quand bien même Pascal Duprat répond pas toujours, puisqu'on le rappelle quand même, c'est le seul coach à ne pas avoir donné d'interview cet été pour les présentations. Paul Le Guen. Paul Le Guen, oui, Paul Le Guen, mais bon. Ouais, bon, ça veut dire que si on n'a pas le droit de donner notre avis, on arrête l'émission là, je pense. Ouais, c'est ça. C'est mieux. D'ailleurs, la séquence, elle a été diffusée dans Maxi Ligue 2 sur Beansport. Si l'émission est en replay, que vous voulez le voir, c'est exactement la séquence que tu as décrit, Laurent, sur le. Ben voilà. Donc, on a bien vu qu'effectivement, Pascal Duprat. Alors que. Il a un peu mal pris la question. Il y en a qui vont peut-être dire que Jean-Marc Furlan avait aussi dit que les journalistes, ça faisait plaisir, qu'il avait des érections. Mais on connaît Jean-Marc Furlan, c'est un peu sur le ton de la boutade. C'est de façon à dire, bon, maintenant, voilà, c'est les supporters journalistes. Alors qu'il est très aimable, il n'a jamais été condescendant envers nous, envers qui que ce soit. Voilà. Messieurs, je vous propose maintenant de parler de Valenciennes. 3 victoires et 2 défaites en 5 matchs, 9 points et une 6e place. L'un de ses joueurs, Eric Vandenabil, est avec nous. Bonjour Eric. Bonjour à tous.
Bon, Eric, début de saison, on vous a placé d'ailleurs assez haut dans l'équipe de Malick 2 avec les pronostics pour le classement final de ce championnat. Pour le moment, c'est 100% de réussite à domicile et 100% de défaite aussi à l'extérieur. Comment vous expliquez les difficultés en dehors du Hainaut? Bon, je sais pas trop les expliquer. Moi, je suis arrivé là en début de saison. Déjà, j'avais remarqué un peu que la saison dernière, c'était un peu le même constat déjà. C'était beaucoup de bonnes performances à domicile et à l'extérieur, c'était un peu plus compliqué. Bon, là, il y a eu que 2 matchs à l'extérieur. Mais dès vendredi, déjà, on va essayer de remédier à ça et pouvoir enchaîner aussi des bonnes performances à l'extérieur. Ça nous permettrait de se caler, de pouvoir nous caler là-haut. On va essayer Laurent? de commencer dès vendredi. Ouais, il faut. Et justement, je posais la question au coach et à Julien Masson ce week-end. Valenciennes reste sur 10 matchs sans défaite à la maison. Vous avez gagné 8 fois. Donc toi, tu viens d'arriver cet été. Mais est-ce que maintenant, on arrive à se dire qu'à domicile, on est intraitable? Est-ce que ça donne une force supplémentaire avant d'aborder les matchs à la maison? Bon, après, c'est sûr que je pense que quand les adversaires arrivent au Hainaut, forcément, je pense que c'est une statistique dont ils doivent parler. Ils doivent savoir que ça va être un match difficile à remporter. Après, nous, on ne se met pas de pression par rapport à ça. Voilà, on sait qu'on doit être fort à domicile aussi. C'est très important si on veut bien figurer dans ce championnat. Et voilà, cette série, on va faire en sorte qu'elle continue le plus longtemps possible. Ça fait peur d'ailleurs aux adversaires justement de venir maintenant jouer à Valenciennes, de se dire que bon bah c'est compliqué d'aller jouer là-bas. Vous en avez parlé, c'est une statistique qu'on y pense quand on est joueur. Peur, c'est peut-être un grand mot. Je pense pas que les adversaires viennent nous et nous avec la peur, mais ça va être plus un défi plutôt pour les équipes de se dire si on les bat, on sera l'une des premières équipes à avoir battu cette équipe depuis quasiment une vingtaine de matchs. Donc forcément, ça va être un défi pour toutes les 2 semaines pour l'équipe qui vient chez nous. Et ça va être d'autant plus dur pour nous de conserver cette invincibilité. Philippe. Après, on peut aussi voir le côté positif, Eric, d'être fort à domicile et moins bon à l'extérieur, dans le sens où c'est souvent plus compliqué en Ligue 2 généralement d'imposer son jeu à domicile. On a tendance à se faire contrer, on tombe contre des blocs bas, donc on sait que c'est quand même relativement dur de gagner plusieurs fois de suite à domicile en Ligue 2. On voit que Troyes, qui est quand même une grosse équipe, est dans le même cas. Grenoble a démarré un peu de la même manière. Donc finalement, c'est peut-être plus simple aussi d'être fort à domicile et de rectifier par la suite ce qui ne va pas à l'extérieur. Ouais, c'est clair que si on arrive à gagner nos matchs à domicile et aller chercher des points à l'extérieur, en plus, je pense qu'on a les moyens de faire des bons résultats à l'extérieur parce qu'on est une équipe qui défend bien et qui se projette en contre. Donc, je pense que voilà, avec un peu plus de concentration, aussi de vouloir gagner les matchs à l'extérieur aussi, je pense que si on arrive à faire ces choses-là, gagner les matchs à domicile et ajouter quelques bonnes performances à l'extérieur, je pense que ça peut être très intéressant pour nous pour ambitionner quelque chose dans cette Ligue 2. Laurent. Ouais, avant de revenir sur le collectif, j'ai un peu envie de venir sur ta personne. Et voilà, j'imagine déjà dans un premier temps que tu as hâte de faire tes débuts avec VA en Ligue 2. Tu joues un peu de malchance depuis que tu es arrivé. On rappelle, tu as été blessé, tu as contracté le Covid. Là, tu as encore été un peu touché la semaine passée, ce qui fait que tu étais sur le banc, que tu n'es pas rentré en jeu ce week-end. Comment toi est-ce que tu vis ce moment-là et voilà comment est-ce que tu envisages déjà le week-end prochain? Honnêtement, ouais, comme tu dis, ça n'a pas été forcément facile à vivre pour moi ce début de saison. J'avais fait plutôt une bonne préparation dans son ensemble. Ensuite, j'ai eu ce petit pépin aux ischio qui m'a éloigné des terrains pendant 2 semaines. Voilà, après mon retour, ça se passait plutôt bien. Et au moment où je commençais à revenir plutôt bien, j'apprends que j'ai le Covid-19. Donc, je me suis entraîné qu'un jour avec le groupe. Donc ça m'a vraiment mis un petit coup au moral.
Et donc, voilà, après, un petit coup au moral, plus les 7 jours d'isolement quasiment seul dans une pièce pendant une semaine, ça n'a pas été facile à gérer. Et ouais, pareil, après, je reviens aussi tout doucement et je me refais un petit pépin au psoas. On a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, mais voilà, j'espère que je vois enfin le bout du tunnel et que ma saison va pouvoir se lancer dès ce week-end. On l'espère également pour vous aussi, Dorian. Ouais, pour rebondir un peu sur ce que disait Laurent, en plus, Eric, tu arrives dans une équipe où la défense tourne très très bien, une équipe qui a terminé meilleure défense la saison dernière. Là, cette saison, c'est bien reparti aussi, c'est encore solide, on l'a vu. Donc, à ton poste, c'est sûr qu'en plus, la concurrence est forte et du coup, ces petits pépins, c'est embêtant pour montrer à son entraîneur qu'on peut gagner sa place, quoi. Ouais, complètement. Comme tu dis, on est 4 joueurs, 4 très bons joueurs à pouvoir jouer pour 3 postes. Donc voilà, après, moi, je suis arrivé ici, je savais complètement à quoi m'attendre. Je sais dans quoi je rentre. Puis voilà, c'est une concurrence qui est très saine entre nous. Je pense que voilà, Geoffrey Cufo, Emmanuel Entim et Maxime Spano, voilà, tous les 4, on s'entend très bien et ce qu'on veut faire, c'est tirer l'équipe vers le haut. Et voilà, après, on rentre dans ce que veut le coach. On sait qu'on est une base importante pour justement faire des grosses performances défensivement. On sait que pas prendre de but, c'est très important dans notre équipe. Donc, voilà, nous, on va pas se tirer de balles entre nous. Voilà, il y a une concurrence très saine et on va faire en sorte que ça continue ainsi. On va rester sur vous, Eric, en parlant de votre arrivée à Valenciennes cet été. Vous venez de Grenoble. Bon, vous n'êtes pas le premier à croire qu'il y a une ligne directe entre Grenoble et Valenciennes. Pourquoi ce choix, justement? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait aussi plusieurs joueurs que vous avez côtoyés à Grenoble? Pourquoi ce choix? Il y a plusieurs raisons à ça. Voilà, il y a le coach aussi qui y est pour beaucoup. On a vécu deux montées ensemble et forcément, il y a des liens qui se sont créés auparavant. Ensuite, voilà, il y a eu aussi la période sanitaire qui a fait que il a fallu vite faire des choix aussi de carrière parce que voilà, j'avais eu la proposition juste avant que le championnat s'arrête. Donc, avec tous les retombées qu'il y a eu derrière, il fallait peut-être pas attendre que quelque chose, enfin, il fallait peut-être pas attendre quelque chose qui n'arriverait peut-être jamais. Donc, et puis dans un troisième temps, ma famille vit dans le nord de la France. Donc, toutes ces petites choses réunies, ont fait que j'ai vite fait le choix de rejoindre le VASC et je pense avoir fait le bon choix. C'est vrai que c'est un peu inquiétant pour un joueur. On imagine tout ce qui a pu se passer. Beaucoup de questions également par la suite, de se dire est-ce que je vais avoir un contrat l'année prochaine, ne serait-ce que ça, avec toutes les pertes d'argent des différents clubs. Donc vous aussi, ça vous a impacté, comme d'autres joueurs. J'imagine qu'on en parle un petit peu aussi dans le vestiaire ou qu'on en a parlé. Ouais, complètement. Les retombées sur les propositions de contrat ont eu leur importance parce que voilà, il y a quand même eu des baisses de salaire en termes de propositions de contrat, je veux dire. Et c'est pour ça que je me suis pas permis d'attendre de voir ce qui allait se passer ensuite. J'ai préféré assurer le coup et tout de suite accepter le challenge du VAFC. Et voilà, je sais dans quoi je me suis embarqué. C'est très bien comme ça parce que je sais l'ambition du coach et l'ambition du club. Donc, comme je te dis, tout était réuni pour que le signe avère. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant en tout cas de s'intéresser à tout ça, à comment les joueurs ont pu vivre également toute cette période-là. Dorian. Pour revenir un peu plus sur le côté terrain, il y a 2 saisons, on avait une charnière Eric Vandenabile, Maxime Spanoraou à Grenoble, à l'année de la remontée. Et puis là, samedi, ça peut être la même charnière, mais contre Grenoble cette fois-ci. C'est vrai que Grenoble a pas mal changé. Et puis c'est déjà les retrouvailles avec avec ton ancien club dès samedi. Ce sera forcément très, très particulier, on imagine, après tout ce que tu as vécu là-bas. Ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà, j'ai pas pu faire mes adieux à Grenoble. J'aurais bien aimé pouvoir les faire, mais malheureusement, juste avant la crise, pendant 3 mois, j'étais blessé. Donc, voilà, je vais retourner à Grenoble au Stade des Alpes. Ça va me faire peut-être un peu bizarre, un sentiment un peu bizarre, parce que voilà, j'ai encore beaucoup de liens avec les gens du club, avec les supporters, avec les partenaires.
voilà, peut-être que je vais commencer aussi mon championnat là-bas et ça fera un petit quelque chose, mais on va vite se concentrer aussi sur le match. Attention, Eric, de ne pas se tromper de vestiaire. Ça, on sait que ce n'est pas toujours évident. Il faut bien voir. Laurent. Merci, je voulais faire une sorte de blague de la sorte d'ailleurs. Ah, désolé, Laurent. Je l'avais dit à Brice la semaine passée. Fais attention quand tu rentres sur le terrain à pas aller te placer devant les cages de Brice. Hein. Voilà, c'est juste ça en fait. Bon, après, j'imagine que si tu peux lui en marquer un sur corner, tu t'en priveras pas. Bien sûr que non. T'en voudras pas. Non. On l'espère en tout cas. On rappelle quand même donc le prochain match pour vous, Valenciennes. Rendez-vous donc à Grenoble samedi à 19h. Il y aura une petite pause ensuite avec la réception de Sochaux le 17 octobre prochain. Laurent, allez Laurent, la dernière. Petite dernière question. Est-ce que ce match à Grenoble, au-delà du fait que ça sera un match particulier pour toi, est-ce que ça peut être aussi l'occasion, en parlant tout début d'entretien, c'est l'occasion peut-être pour VA d'enfin ramener des points d'un déplacement et de se donner un peu plus de confiance en fait? Ouais, c'est clair que si on arrive à gagner là dès vendredi, ça peut aussi nous faire gagner quelques places et pouvoir aussi avoir l'ambition de rester là-haut. Parce que cette année, dans ce championnat, il n'y a pas forcément d'épouvantail comme il pouvait y avoir la saison dernière avec Lens ou avec Lorient, par exemple. Et voilà, cette année, ça va être un championnat vraiment qui va se jouer à pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de prétendants à la montée. Mais comme je te dis, il n'y a pas d'équipe qui va, je pense, surnager dans ce championnat. Donc ouais, si on pouvait avoir la bonne idée de gagner à Grenoble, ce serait une bonne idée. Mais après, Grenoble aussi, c'est une très belle équipe, je pense. Voilà, qui sont renforcés un peu partout. Mais offensivement, cette année, ça a l'air encore plus costaud que les années précédentes. Et voilà, on va y aller pour prendre des points déjà, parce qu'il faut qu'on se rassure aussi à l'extérieur, dans la mesure où voilà, on a perdu 2 fois sur les 2 déplacements. Donc déjà, même si on pouvait grappiller peut-être le point du match nul, déjà, ça pourrait déjà être intéressant pour entamer une série à l'extérieur. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon courage pour la saison, pour ce week-end, ces retrouvailles avec le Stade des Alpes et Grenoble. Merci. Merci. On va continuer de parler de l'actualité avec Luca Elsner qui n'est plus l'entraîneur d'Amiens depuis ce lundi soir. Le club qui a annoncé son départ après la relégation d'abord de Ligue 1 jusqu'en Ligue 2, puis un début de saison assez difficile, une victoire, 2 nuls et 2 défaites. Elsner était arrivé il y a 1 an. Est-ce que vous êtes surpris, messieurs, de ce départ de ce technicien qui est arrivé en fait il y a 1 an, comme on l'a dit, d'Orient? Surpris? Pas du tout. Très bien. Pourquoi? Je crois qu'il suffit de reprendre le podcast numéro 1 ou numéro 2. D'accord. J'avais dit que la nomination d'Oswald Tanchot, pour moi, c'était bizarre qu'un Oswald Tanchot qui était en tant qu'adjoint, voilà, c'est ça. Qui redevienne numéro 2 alors qu'il a été numéro 1 au Havre, quand même. Il n'était pas numéro 1. Voilà, j'ai rien contre ce club, mais à Béziers ou à Bourg-en-Bresse, par exemple, c'était quand même il a été quand même 3 ans et demi à la tête d'un club hyper ambitieux de Ligue 2 et là, il est arrivé numéro 2 à Amiens. Ça me paraissait un peu bizarre. Donc, dès le début, j'ai senti que la direction, à mon avis, c'était déjà une espèce de plan de secours de la direction. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de ramener un coach aussi expérimenté en numéro 2, si ce n'est pour lui faire confiance à un moment donné. Donc voilà, je ne suis pas surpris. Je pense que même ils auraient dû se séparer de Luca Elsner dès la relégation et repartir d'une feuille blanche complète avec un nouveau coach, un peu comme l'a fait Toulouse par exemple, en même temps que bâtir son effectif, voilà, avec un nouveau coach. Là, Luca Elsner, du coup, il paye aussi la série très négative qu'il a connue en Ligue 1. Début de saison raté. Avec un début de saison raté. Après, ce qui est étonnant, moi, ce qui me surprend quand même, je vais quand même dire que je suis un peu surpris, c'est que Bernard Joannin, une semaine avant, il dit dans les médias que l'équipe sera prête dans 1 mois. Donc, il sait que l'équipe n'est pas prête parce que le mercato a été bâclé tout simplement parce que de toute façon, ils ne se sont pas préparés à la Ligue 2. Ils ont perdu beaucoup d'énergie devant la justice pour rien et ils n'ont pas préparé la saison de Ligue 2. Donc, ce qui est étonnant, c'est d'avoir pas prolongé, mais d'avoir gardé la confiance en Luca Elsner pour le virer 5 matchs après. Ce qui n'est pas étonnant, c'est que. Alors, je ne sais pas si là, Oswald Tanchot, pour l'instant, il assure l'intérim. C'est pas fait, hein. Ouais. Il y a rien. Voilà, il n'a pas été conforté numéro 1. Pour l'instant, il assure l'intérim. Donc, est-ce qu'ils vont prendre ils vont rechercher un numéro 1,
Non, ils vont attendre. Ils vont attendre de voir ce qui se passe ce week-end, tu vas voir. Et puis, selon ce qui se passe ce week-end et la trêve, ils chercheront pas, quoi. Mais de toute façon, Oswald Tanchot, il a quand même les épaules, je pense, pour être numéro 1 à Amiens. Il n'a pas fait du mauvais boulot au Havre, loin de là. Il a amené le club une fois en barrage, etc. Donc ouais, non, je suis pas vraiment surpris parce que je l'avais dit dès le début que moi, dès qu'Oswald Tanchot est arrivé, je me suis dit que pour Luca Elsner, c'était pas bon signe. Donc ça s'est confirmé. Bon, je posais plutôt la question même d'ailleurs à vous deux en vous regardant. Est-ce qu'il y en a un de vous qui est surpris du départ de Luca Elsner, Philippe, Laurent? J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de surprise par rapport à ce départ du technicien amiénois. Laurent, un peu? C'est un petit peu tôt, je trouve. Voilà, Luca Elsner a prolongé en toute connaissance de cause avant cet été, justement. Et donc, je pensais qu'il y avait la confiance des dirigeants un petit peu plus importante. Ouais, je ne m'attendais pas à le voir partir si tôt. Franchement, j'aurais attendu peut-être la deuxième trêve, voire un petit peu plus loin. De toute façon, on peut toujours faire mieux, peut-être avec un effectif. Mais là, quand on lui donne pas les clés du camion, voilà, quand le président dit même que, encore une fois, je rejoins ce qu'a dit Dorian, que l'effectif, de toute façon, que l'équipe ne serait pas prête avant un mois, dans ce cas-là, on garde le coach et puis voilà. Alors, ce n'est pas Philippe qui fait ce bruit-là, mais plutôt. Non, j'ai ma fille qui est d'accord en fait avec ce que je dis. D'accord. Bon, ça c'est important. On va lui poser la question, Oswald Tanchot, numéro 1. Qu'est-ce qu'elle en pense justement, votre fille, à ce moment-là? Non, bon. On est tous d'accord pour dire qu'Oswald Tanchot sera sans doute celui qui va être pris. En tout cas, c'est dans la logique des choses. Il n'y a rien de logique à Amiens. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Franchement, ils font n'importe quoi depuis qu'ils sont redescendus. Ça fait 8 semaines qu'on attend les 5 recrues qui doivent arriver dans la semaine. Donc, franchement, j'en sais rien. Moi, la semaine est longue, c'est tout. Ouais. Très longue semaine. Je te dirais que franchement, on n'en sait rien de ce qui se passe concrètement. Moi, je rejoins Philippe. Franchement, ils sont tout à fait capables d'aller chercher un nouveau coach. Mais dans ce cas-là, c'est pareil. Avec déjà un Oswald Tanchot en place, il y a un moment, ça peut pas trop. Enfin, moi, j'ai confiance en Oswald Tanchot s'il dit qu'il reste numéro 2 et que. Mais ça fait quand même 2 numéros 1. Pour moi, tu peux pas faire cohabiter 2 numéros 1 l'un avec l'autre. Et si tu vas chercher quelqu'un de l'extérieur, je suis pas sûr qu'ils disent ok, mais je veux Oswald Tanchot. Donc dans ce cas-là, virer quelqu'un qui est arrivé il y a 2 mois et qui aura même pas eu Enfin ouais, non, ils sont un peu dans. Enfin ouais, mais tout est possible. Encore une fois, je rejoins Philippe. On n'est pas à l'abri de nos surprises avec Amiens. Le mercato qui va agiter les prochains jours au Havre. Je propose justement de faire un point avec Benoît Donquel, qui est journaliste à Paris-Normandie. Bonjour Benoît. Bonjour. Bon, avant de parler des prochains jours, parler également de l'actualité du HAC, quel bilan vous tirez du mercato d'été du Havre? Alors, pour le moment, le bilan n'est pas mauvais. On va attendre encore un petit peu parce que voilà, il y a eu plusieurs éléments. On va commencer par parler un peu du grand acteur de samedi dernier, qui est Pierre Gibaud, puisque c'était sa première titularisation, son premier but, celui de la victoire. C'est un défenseur qui arrive de Grenoble, qui a eu un problème au mollet durant l'été. Donc, voilà, fin de préparation compliquée. Début de championnat, obligé de le suivre un petit peu de l'extérieur. Et puis, voilà, sa première apparition dans le 11, une première gagnante. Donc, pour le moment, c'est pas mal. Pierre Gibaud, de toute façon, vous connaissez un petit peu. C'est un joueur d'expérience. Hein. Il a joué à Sochaux, il a joué à Grenoble. Voilà, donc c'est la touche expérimentée du mercato d'été. Après, le Havre a fait 2 paris. Un premier sur Quentin Cornette, qui arrive d'Amiens, mais qui n'a pas beaucoup joué parce qu'à Amiens, il a passé beaucoup plus de temps entre les mains du doc. Hein, 2 ruptures des ligaments croisés, une fracture du péroné. Donc, aventure très compliquée pour lui à Amiens. Et puis, Nabil Alioui. Alors, Nabil Alioui, c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas beaucoup. Il a joué un petit peu dans les équipes de France jeunes. Il arrive de Monaco, où il joue en réserve. Il a été prêté en Belgique également, où il n'a pas beaucoup joué. Voilà, c'est quelqu'un qui vient au Havre pour réellement lancer sa carrière. Bon, l'actualité, c'est surtout cet attaquant quand même. Alors, c'est assez surprenant. Et d'ailleurs, je crois que certains l'ont remarqué. Je crois que c'est Dorian sur les réseaux sociaux. Kadewere est parti à Lyon en janvier avant d'être prêté pour la fin de l'exercice précédent. Mais 9 mois plus tard, il n'y a aucun remplaçant. C'est assez surprenant quand même. C'est surprenant, oui, à plusieurs titres. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, depuis le mois de janvier,
Le Havre peut se préparer, a pu se préparer à la succession de Kadewere. Non seulement, voilà, ça laissait un grand vide au sein de l'effectif. D'un autre côté, ça permettait quand même au trésorier du Havre de compter sur un joli chèque, hein, puisque c'est 12 millions d'euros. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire. Il y a eu plusieurs pistes, dont une au Maroc avec Karim El Berkaoui, qui joue toujours actuellement à Agadir. Le dossier était très compliqué en raison de la crise sanitaire. Les dirigeants havrais n'ont pas pu se rendre sur place. Lui n'a pas pu venir. Et puis au moment où on a senti que ça allait peut-être se faire, l'agent lui a sans doute proposé un meilleur contrat, peut-être du côté du golf. On sait qu'il travaille avec un agent qui aime bien placer ses joueurs dans le golf, parce que financièrement, c'est très intéressant et pour le joueur et très certainement pour l'agent. Donc je pense que cette piste a été abandonnée. Aux dernières nouvelles, de pistes chaudes, il n'y en a pas d'autres. Dorian. Non, moi, ce qui m'étonne, vu de l'extérieur, c'est vrai qu'on n'est pas forcément aussi bien informé que toi, qui suit vraiment le club au quotidien. Mais de l'extérieur, moi, ce qui me paraît étonnant, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup insisté avec ce fameux Karim El Berkaoui, et qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'alternative. Et ça me paraît surprenant, venant d'un club ambitieux comme le Havre. Quand on sait qu'on perd son meilleur buteur dès le mois de janvier, on a quand même beaucoup de temps pour se préparer à plusieurs pistes. Et là, on a l'impression que la piste El Berkaoui, c'est une impasse et qu'il y a aucune. Ça finit lundi, là, le mercato, le 5 octobre. Pour l'instant, c'est au point mort. Donc, faire toute une saison qu'avec Jamal Thiaré, qui est un super joueur, mais s'il vient se blesser, et même de toute façon, je pense qu'il faut quelqu'un pour l'épauler aussi, un peu comme l'année passée en 4-4-2. Oui, tout à fait. Oui. Ben là, en l'état, effectivement, le Havre ne peut jouer qu'en 4-2-3-1. Voilà, le seul réel attaquant de pointe, c'est Jamal Thiaré, qui ne va pas tenir la saison comme ça tout seul. En plus, voilà, on sait que Jamal, il est fragile, donc il y aura forcément des petits pépins durant la saison. Derrière lui, actuellement, il y a le jeune Ghanéen Godwin Beltil, qui n'a jamais joué encore en Ligue 2, ou quelques miettes comme par-ci par-là. Et puis, Paul Le Guen commence déjà à parler d'une solution, alors que nous, on qualifie de solution par défaut, de recentrer un peu Nabil Alioui, qui n'a quasiment jamais joué attaquant de pointe. Voilà, pour un club ambitieux, arrivé à la 5e journée, on parle déjà d'un bricolage à la pointe de l'attaque. Et puis, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a aussi plusieurs discours au sein du club. D'un côté, le président Volpe ne cesse tous les ans d'affirmer que ce n'est pas une question d'argent, que le Havre a les moyens, que le Havre veut monter. Et d'un autre côté, que ce soit Paul Le Guen, mais aussi les années précédentes avec Oswald Tanchot, les entraîneurs ne cessent de parler de contingence financière, donc à arriver à un certain salaire, c'est niet. Voilà, alors aujourd'hui, Paul Le Guen nous dit, il hausse un petit peu le ton, il est un peu agacé sur le fait que les médias, que les observateurs, que les supporters parlent surtout de mercato et de l'arrivée de cet attaquant qui se fait attendre. Mais Paul Le Guen, après le dernier match amical face à Nantes, perdu 3-1, a été le premier à dire qu'il était clair que l'équipe devait se renforcer, que l'équipe devait trouver cet attaquant. Aujourd'hui, il commence à nous dire qu'on ne va pas prendre pour prendre, qu'il ne faut pas empiler. Alors, empiler les joueurs à la pointe de l'attaque, ça va être rapide, puisqu'il n'y a que c'est ça. Il n'y a pas de concurrence. Donc on a le sentiment qu'il y a un réel flottement et on arrive à une semaine de la fin du mercato et aucun dossier ne semble avancer en tout cas. Un grand attaquant, Marseille l'a voulu, c'était Mitroglou. J'espère que ce sera un petit peu mieux quand même pour le Havre. Laurent. Oui, Benoît, j'avais une petite question. Justement, tu en as parlé brièvement. Le nerf de la guerre, on sait, c'est l'argent. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est que le Havre, ces dernières saisons, chaque été ou presque, ça s'évend. Ça rend très bien. Lys Mousset, Tino Kadewere cette année. Ça vend même plus que n'importe quel autre club, presque de Ligue 2. Où va cet argent? Parce que chaque été, c'est la même chose. C'est un mercato finalement très restreint. Financièrement, on va pas trop fort cette année, à part quand Quentin Cornet est arrivé libre, Pierre Gibaud est arrivé libre, Nolan Mbemba est arrivé. Mbemba, j'ai oublié Mbemba. Voilà. Tout à fait, est arrivé de Reims. Alors on va dire il est arrivé libre également. Il est arrivé libre, donc il n'y a pas un achat en fait. Où va cet argent? C'est vrai que vu de l'extérieur, ça paraît
ça paraît difficilement imaginable qu'on parle aujourd'hui de contingence financière quand il s'agit d'aller essayer de piocher un attaquant qui est actuellement en Ligue 1 mais qui ne joue pas beaucoup forcément. On a parlé un peu du Mout Bozok. Alors, c'est surtout nous qui en avons parlé parce que ça peut être l'attaquant qui dispose du profil idéal pour venir dans une équipe ambitieuse de Ligue 2. Là, on nous dit tout de suite que le salaire, c'est pas jouable. Sur les 5 dernières années, à la louche, Le Havre a encaissé 50 millions d'euros entre les transferts, auxquels s'ajoute le bonus pris par le club lors du transfert de Mahrez de Leicester à Manchester City. Donc, voilà, alors ce club dispose aujourd'hui d'un centre d'entraînement qui a été financé par le HAC, par la direction du club. Donc un centre d'entraînement flambant neuf, il y a un hôtel au stade, il y a un restaurant au stade. Bref, en termes de structure, tout est nickel. Je dirais que si un jour le président Volpe devait vendre ce club, il a juste à donner les clés, il n'y a pas un coup de peinture à mettre. Tout est prêt. Tout est prêt. Maintenant, effectivement, en termes d'investissement joueur, ça paraît toujours bien modeste. Le seul réel investissement qui a été fait par le club, c'est l'achat de Kadewere qui avait été acheté à Du Gardens pour 2,5 millions d'euros à peu près. Pour le reste, on nous dit toujours que la masse salariale ne cesse d'augmenter. Bon, certes, peut-être que les salaires sont bons au Havre, mais voilà, ça reste à l'échelle de la Ligue 2, même si le président Volpe nous disait qu'un des joueurs dont on parle quasiment jamais, qui est Hervé Basile, en tout cas on n'en parle plus jamais, qui lui dispose d'un vrai salaire de Ligue 1. Pour le reste, ce sont des bons salaires, mais ça n'explose pas non plus tous les plafonds. 2 dernières questions. D'abord Philippe. Oui, justement, est-ce qu'en plus, c'est pas frustrant quelque part en tant que suiveur havrette de se dire que, et pour les supporters, que c'est peut-être l'année où la Ligue 2 est la plus serrée et donc potentiellement où Le Havre a un vrai coup à jouer? Est-ce qu'on n'a pas envie de se dire, allez, là, justement, c'est l'année ou jamais de craquer sur le mercato et de se donner les moyens de ses ambitions? C'est clair que oui, comme la saison, déjà, il y a eu cette crise sanitaire, donc crise économique pour les clubs. Économiquement, Le Havre est sorti debout de cette crise. Voilà, les caisses, on va pas dire que les caisses sont pleines, mais Le Havre peut aller à la DNCG en sifflotant et les mains dans les poches. Il n'y a aucun souci. Donc oui, c'est sans doute l'année où il faut essayer de taper très très fort. De plus, la saison dernière, Le Havre a quand même embauché Paul Le Guen. Bêtement, je me dis qu'on ne va pas chercher Paul Le Guen pour jouer simplement le top 8 de la Ligue 2 et peut-être éventuellement, s'il y a moyen, d'aller top 5 et puis par miracle dans les 2 premiers. J'ose espérer quand même que Paul Le Guen a demandé des garanties. Il vient pas là pour jouer les anonymes en Ligue 2. Donc moi, ça me paraît il y a pas mal de choses qui me paraissent en décalage. Le discours du président et celui de Le Guen, le fait de prendre Le Guen et de ne pas lui offrir un effectif capable d'aller jouer tout de suite les 2 premiers rôles, parce que c'est l'objectif du Havre en fait. Et Dorian, pour terminer. C'est pas forcément une question, c'est plus pour rebondir sur les propos de Benoît. C'est vrai que ce qui est étonnant, c'est quand on compare, à la limite, si Le Havre ne veut pas verser des salaires énormes, pourquoi pas, ça fait partie d'une politique. Mais moi, j'ai envie de comparer avec Grenoble, par exemple. Je sais qu'à Grenoble, c'est comme ça, ils mettent aussi une espèce de salary cap. C'est pour ça notamment qu'il y a beaucoup de départs de joueurs libres, comme Eric Van Den Abil ou Maxime Spanaraou, parce que le club Pierre Gibaud, etc., parce que le club ne veut pas revaloriser des contrats au-delà d'un certain salaire. Mais par exemple, cette année, il recrute Achille Anani, meilleur buteur de national. Il y a quand même des coups à faire, que ce soit dans les tissus inférieurs. D'ailleurs, Le Havre avec Jamal Charry, qui ont été cherchés à Avranches, par exemple. Mais là, cette saison, on a l'impression qu'il ne se passe rien, à part Karim El Berkaoui. On a l'impression qu'il y a, je ne sais pas ce que fait la cellule de recrutement, Benoît, mais je ne sais pas. On dirait qu'il y a quand même des coups à faire, que ce soit en Ligue 2, même en Ligue 2 ou en National. Enfin, je ne sais pas. Oui, je pense qu'il y avait pas mal de coups à faire. Alors effectivement, ils sont longtemps restés sur El Berkaoui parce que c'était la priorité. Ils ont sondé un petit peu en Turquie aussi avec l'un des attaquants de Bursaspor, puisque c'est un club que connaît très très bien Paul Le Guen. Et ça reste le réseau de Paul, ça reste encore un réseau de Paul Le Guen. De toute façon, la cellule recrutement au Havre, maintenant, c'est Paul Le Guen, ses adjoints et son réseau. C'est ça. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'idées en fait. On voit parce que
il y a quand même, moi je vois, quand on voit un club comme Grenoble qui arrive à faire des super coups alors qu'ils ont, je pense, moins de budget que le Havre. Moi, c'est ce qui m'étonne un peu, c'est cette apathie du côté des idées en fait. Ouais, non, mais ce qui est surprenant, c'est que voilà, au Havre, il y a tout. Hein. Il y a un vrai stade, il y a un entraîneur connu. Bon, le Havre, même si ça fait 12 ans que ça végète en Ligue 2, ça reste quand même un nom en Ligue 2. Les salaires sont corrects. Donc, a priori, il y a quand même de quoi séduire voilà, de bons joueurs, même sans parler de faire de coups, d'aller piocher des joueurs en Ligue 1. Alors, on verra ce que ça donne. Guingamp est sur Bozoc, je crois que Caen est sur Alexandre Mendy. Peut-être que ça ne sera pas. Et comme le dit Le Guen, même si ça se fait, ce ne sont peut-être pas des solutions miracles. Mais en tout cas, ce sont des joueurs qui, quand ils arrivent dans un vestiaire, je pense qu'il y a un message. Le reste du groupe voit que le club s'active, le club essaie de monter une vraie belle équipe pour monter. Après, ça marche ou ça ne marche pas toujours, bien évidemment. Mais au moins, on se donne les moyens en début de saison d'y arriver. Et notamment aller chercher des joueurs de national, vous l'avez évoqué, c'était le cas par exemple du Paris FC aujourd'hui deuxième, et le Paris FC sera le prochain adversaire d'ailleurs du Havre, ce sera ce samedi. Merci beaucoup Benoît Donquel d'avoir été avec nous, journaliste à Paris Normandie, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé l'actualité du HAC, merci. Merci Benoît. On va parler maintenant de ce qui va se passer ce week-end, cette semaine d'ailleurs. La prochaine journée, c'est donc ce samedi à partir de 15h. Rapidement, il y aura Toulouse 3, Caen, Amiens, 19h, Clermont-Rodez, Paris FC, Le Havre, Grenoble, Valenciennes, Châteauroux, Niort, Sochaux, Chambly, Pau, Nancy, Dunkerque, Guingamp, Auxerre face à Ajaccio. Il y a aussi un match qui se déroule ce mercredi. Philippe, c'est l'occasion d'un bon petit pari. Le match en retard de la troisième journée de championnat, donc Ajaccio-Dunkerque. Rappelons qu'Ajaccio n'a toujours pas gagné. Ils ont pris leur premier point ce week-end en faisant match nul contre Sochaux. Ils reçoivent Dunkerque qui enchaîne là du coup 3 matchs en 8 jours. Après avoir joué à Rodez, ils vont donc à Ajaccio mercredi soir, enfin demain soir. Donc c'est jamais facile d'avoir 2 déplacements consécutifs. Honnêtement, je vois bien Ajaccio décrocher sa première victoire de la saison à domicile. Après, en ce moment, je ne suis pas bon du tout sur les paris. Le mois de septembre, c'est le plus mauvais depuis 3 ans. Donc voilà, moi je trouve que la cote à 2,12 de la victoire d'Ajaccio me plaît. Après, voilà, si mes acolytes ont une piste là-dessus, je suis preneur aussi parce que je ne suis pas très en réussite ces derniers temps. Philippe Laurent, je vois bien un match nul demain. Je vois bien un match nul avec but de l'USLD. Moi, je ne suis pas aussi confiant que Philippe non plus. Tout simplement parce que je pense que Dunkerque ne perdra pas 2 fois d'affilée avec Fabien Mercadal. Ils sont en confiance. En plus, ce n'est pas la défaite à Rodez qui va les entamer. Ils sont en confiance depuis le début de saison. Ajaccio, c'est encore un peu fragile, même s'il y a eu du mieux contre Sochaux, mais il y a eu du mieux quand même. Enfin, et puis tu sens que les cadres, les joueurs d'expérience, ils commencent à. Après là où je te rejoins, Philippe, c'est le facteur déplacement fatigue pour Dunkerque du coup, parce qu'en plus ils se tapent Rodez et Ajaccio, donc c'est pas Valenciennes. C'est un plaisir pour eux. Ils vont en avion. Oui, mais ça fait quand même, tu vois. Et puis encore une fois, tu l'as dit, ils ont déjà 7 points. C'est un match en retard. Pour eux, c'est bonus, donc ils n'ont rien à perdre. C'est ça, c'est en plus le fait que de jouer après tout le monde et de potentiellement avec 10 points grimper sur le podium carrément. Pour Dunkerque, je pense que Fabien Mercadal il va réussir à décomplexer tout ça et comme ils ont perdu samedi, je les vois pas enchaîner 2 défaites d'affilée, donc peut-être plus match nul parce que je pense qu'Ajaccio commence à monter un peu en puissance aussi. Ouais, pourquoi pas peut-être la cote. Le match nul est coté à 3,10, ce qui est quand même intéressant pour une cote de match nul. Et Dunkerque est à 3,95 pour donner les 3 cotes. Après, honnêtement, peut-être pour entrer plus technique, mais peut-être regarder la cote du moins de 2,5 buts parce que je pense pas que ça va être un match. Elle est basse. Ils misent sur pas beaucoup de buts. C'est plutôt bien ajusté. Moins de 2,5 buts, c'est à 1,47. Donc autant dire que ça vaut pas le coup. Non, pas beaucoup. On va encore réfléchir. Ouais. Bon, très bien. Allez, un petit quiz pour terminer rapidement. Allez, on va aller dans un domaine que vous ne maîtrisez pas apparemment très très bien. Parce le football, exactement. La Ligue 2. Et principalement la Ligue 2. Non, mais la Ligue 2, mais d'il y a 10 ans, 2010-2011. Il me faut les 20 clubs qui ont participé. On va commencer, allez, on va faire pique-nique douille. Non, plutôt, je vais faire mieux. La personne qui a un enfant à côté de soi commence. Qui en a un côté? Laurent. Voilà, pas vraiment de choix. Parce que vous avez un avantage, parce que vous avez quelqu'un qui peut vous souffler les réponses. C'est ça.
Ouais, enfin, c'est pas encore trop parlé. Areux, on n'ira pas très loin. 2010-2011, donc moi je verrais bien Dijon. Dijon, oui. Impeccable. Dorian. Le Havre. Le Havre, bonne réponse. Oh merde, c'était celui que j'avais. Philippe. Je vais perdre au premier. Il en reste 18. Bah ouais. On va tenter des clubs emblématiques. Ah ouais. Ah, il y en a des emblématiques. Ah oui, il y en a. Ah oui, il y en a. C'est très facile quand même quand on a la liste devant soi. Ah ouais, mais là, franchement. Qui sont encore Monaco. aussi. Monaco, non, pas Monaco. C'était la saison d'après, pour me souvenir. Bon, c'est pas grave, Philippe. Allez, Laurent. Le Mans. Le Mans, oui, tout à fait. Le Mans était présent avant la liquidation judiciaire. Dorian. On va tenter Laval. Laval, oui, bonne réponse. Laval était aussi de la partie. Laurent. On a un risque parce que je ne sais pas s'ils n'étaient pas déjà descendus en national. Metz. Metz est là. Bien Ils descendent joué. cette année-là. Comme dirait Claude François. On va tenter Châteauroux. Châteauroux, oui, en effet. Ah bah oui, facile. C'est pour ça que j'ai dit emblématique en regardant Philippe. Bah ouais. Allez, il en reste encore. On est bien. Il en reste Istres. 4. Istres, bonne réponse. Ça, c'est très bien, ça. 13. Il en reste 13. J'hésite entre la prudence et le risque. Le risque paye des fois. Allez, je tente. Il va y avoir un Sedan, non? Il y avait un Sedan. C'est pas mal, là. C'est pas mal. Est-ce que le stade de Reims était là? Est-ce que le stade de Reims était là? Oui. C'est chaud, là. Là, ça commence à devenir chaud. Je peux vous... Non, vas-y, attends. Il y a encore 3 clubs qui sont sur ma liste. 4 clubs qui sont présents sur ma liste qui sont aujourd'hui aussi en Ligue 2. Voilà, je vous donne des petits indices. C'est sympa. Bref, c'est un club qui fait beaucoup l'ascenseur. On va tenter Nancy. Peut-être sur 2. On va tenter Nancy. Eh ben non. Il n'y a pas Nancy. Alors, il y avait peut-être, je dis bien peut-être. Bien joué, Laurent. Merci. Il y avait Caen, non? Il n'y avait pas Niort. Oui, il n'y avait pas Niort. Non, il n'y a pas Niort. Okay. Qui commence par un N aussi. Il y a 2. Grenoble, oui, qui commence par un N. Il y en a 2 clubs qui commencent par un N. Ils sont en Ligue 1 aujourd'hui. Ah oui, Nantes. Nantes était redescendu, c'est vrai. Et puis un autre, on les surnomme les Crocos. Nîmes qui était là. Est-ce qu'il y avait le SC Bastia? Il n'y avait pas Bastia. C'était en Ligue 1, non? D'accord. Et en termes de club corse, il n'y en avait pas? Il y a l'Ajaccio. Ajaccio. On ne sait jamais des fois qu'ils se soient remontés. Et il y avait un club breton qui commence par un V. Il y avait Vannes. Il y avait également Troyes. Ah oui, il y avait Clermont. De toute façon, mais Troyes, le problème avec ces clubs-là, c'est jamais. C'est comme Nancy, en fait. J'ai hésité. Non, mais Clermont, c'était plus facile. Ouais, Clermont, c'était facile. Il y avait aussi Tours. Il y avait aussi Boulogne-sur-Mer, Angers et le dernier club. Angers, bien sûr. Et on peut boire ce dernier club, Évian. Voilà, tout simplement. Qui était aussi là. Bon, voilà. Félicitations. Voilà, Laurent qui retrouve les bonnes habitudes. Impeccable. Comme quoi, je ne veux pas dire, mais le quiz de la semaine passée, Maxime, tu n'étais pas là, il était lamentable. Mais non, il était très bien, les joueurs. On est d'accord. Bon, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau podcast. D'ici là, révisez bien, Philippe et Dorian. Voilà. Dorian qui est toujours un peu triste à chaque fin de podcast. Non, mais c'est parce que j'hésite. Et puis, clairement, c'était évident. Oui, c'est pas grave. Bon, à la semaine prochaine. Allez, salut Max, merci. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Bye bye.